Voilà, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le gel des avoirs du Mali à la BCEAO, c'est l'une des sanctions prises ce dimanche lors d'un double sommet UMOA et CEDEAO tenu dans la capitale ghanéenne. À Accra, le président Alassane Ouattara et ses pairs ouest-africains soulignent la nécessité de soutenir les efforts de l'organisation pour un retour rapide à la stabilité démocratique au Mali. Cannes 2022, une cérémonie d'ouverture en couleur sous les yeux du président Paul Biya. Musique africaine et lion virtuel gambadant sur le toit du stade OLMB. Un spectacle salué par la foule comme cette première victoire du Cameroun qui remporte son premier match donc face aux étalons du Burkina Faso 2-1 grâce à un doublé du capitaine Vincent Aboubakar. Au niveau des arts ici à Abidjan, Port-Bouillet a abrité une conférence régionale de haut niveau sur la gestion de la copie privée, une initiative de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La Côte d'Ivoire a adopté une loi sur la question, bientôt la signature des décrets d'application, la rencontre d'Abidjan, un cadre de partage d'expériences. Drame à San Pedro, 9 personnes d'une même famille ont péri dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un incendie. Le feu d'une rare violence emporte une femme et 8 enfants. 2 survivants, dont le chef de famille, sont en soins à l'hôpital. Le président de la République a regagné Abidjan ce soir. Alassane Ouattara était à Accra pour prendre part au sommet de la CEDEAO sur la situation au Mali. La rencontre suivie d'une autre consacrée aux dirigeants ouest-africains, le dirigeant de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, allant justement à Accra pour faire un point complet sur ces rencontres avec Mahama Traoré. Les chefs d'État ont arrêté d'importantes sanctions, dont le gel des avoirs du Mali à la BCEAO. À Accra, le président Alassane Ouattara a pris part à 2 sommets extraordinaires. Le premier a réuni le chef de l'État et ses pairs de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. À l'ordre du jour, l'évolution de la situation sociopolitique au Mali, pays qui connaît une transition depuis août 2020. Les derniers développements de la situation politique au Mali nous interpellent tous. Il n'est pas besoin de revenir sur l'ensemble de la chronologie des événements dans ce pays depuis 2020. Tant nous avons suivi ensemble l'évolution du processus de transition dans ce pays frère au sein de la CEDEAO. Ainsi, la crise politique s'est ajoutée à la situation sécuritaire que vit ce pays frère et la plupart des pays voisins. Alors que les autorités de la transition s'étaient engagées à organiser les élections en février 2022, le gouvernement de la transition a récemment publié à l'issue des Assises nationales pour la refondation un chronogramme consacrant la prolongation de la durée de la transition de 6 mois à 5 ans. De toute évidence, la prorogation de la durée de la transition à 5 ans préoccupe l'ensemble de la région ouest-africaine. Le Mali, toujours au cœur d'un second sommet extraordinaire, celui de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au constat de l'absence de progrès dans le processus de restauration de l'ordre constitutionnel, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé des sanctions suivantes avec effet immédiat. Entre autres, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, la fermeture des frontières terrestres entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits suivants, biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les produits et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle de la COVID-19, produits pétroliers et électricité. Enfin, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO et le sommet de préciser que ces sanctions ne seront progressivement levées qu'après la finalisation d'un chronogramme acceptable et convenu et le suivi de progrès satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. À l'issue de ces 2 rencontres de haut niveau, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan en début de soirée. Il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs autres membres du gouvernement. Et après de longs mois d'attente, la CAN 2021 ouvre officiellement ses portes au stade OLMB. La traditionnelle cérémonie d'ouverture de la compétition a eu lieu. Le spectacle a particulièrement été au rendez-vous, de quoi lancer sur les chapeaux de roue cette compétition phare du continent. Couleurs, musique africaine et lions virtuels ont animé la cérémonie d'ouverture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche à Yaoundé. On le voit avec Arsène Kouassi et Patrick Dadier. Après un report d'1 année
et quelques incertitudes sur sa tenue. La CAN est lancée avec une cérémonie d'ouverture digne de ce nom. Couleurs, musique africaine et lions virtuels ont animé la cérémonie d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, tenue en début d'après-midi à Yaoundé. Lancée par le rugissement d'un lion virtuel gambadant sur le bord du toit du stade d'Olembe, la cérémonie dansante a été saluée par la foule d'un stade rempli à 80%, selon la jauge fixée par les autorités sanitaires de la Confédération africaine de football. Une belle cérémonie colorée rehaussée par la présence du président camerounais Paul Biya et certains dirigeants du monde sportif. L'autre fait marquant, c'est la prestation de la star de la rumba congolaise, Fally Ipupa, qui a tenu en haleine le public avant le coup d'envoi du match entre les Lions indoctables et les étalons du Burkina Faso. Justement, le match d'ouverture du tournoi opposait des Lions et des étalons. Première domination au score du Burkina Faso qui est rattrapé puis dévancé par le Cameroun. Le doublé de Vincent Aboubakar donne la victoire au pays organisateur. On fait le résumé avec Hassane Kouassi et Patrick Dadier. Pays hôte de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun ne manque pas ses débuts dans la compétition. Opposé au Burkina Faso, les Lions indoctables débutent bien la partie, mais se font surprendre à la 24e minute grâce à Gustavo Sangari. Mené au score, la réaction des Camerounais ne se fait pas attendre. Ils obtiennent un penalty parfaitement transformé par le capitaine Vincent Aboubakar. À un but partout, les coéquipiers de Vincent Aboubakar repartent sur les mêmes bases et sont à nouveau récompensés d'un autre penalty. Comme un guide, Vincent Aboubakar se propose et convertit idéalement pour redonner l'avantage aux siens dans les derniers instants de la première partie. En seconde période, les joueurs burkinabés tentent de revenir dans la partie, mais butent sur le gardien camerounais à l'image de la tentative de Bertrand Traoré. Un avantage que le Cameroun préserve jalousement jusqu'à la fin du match, 2-1, score final. Avec cette victoire, le Cameroun lance idéalement sa CAN. Les Lions indoptables débutent donc parfaitement la compétition, leader dans le groupe A. La deuxième rencontre du jour opposait l'Éthiopie au Cap-Vert. Les requins bleus vainqueurs 1-0 face aux Walias d'Éthiopie. Les Éthiopiens qui ont joué à 10 contre 11 après le carton rouge du dernier défenseur sur une action de but. Le Cap-Vert occupe donc la deuxième place de la poule A derrière le Cameroun, pays organisateur. Et les éléphants de Côte d'Ivoire participent à cette CAN Cameroun. Les doubles champions d'Afrique espèrent revenir avec une autre étoile. Mais quelles sont les chances des Bachydermes? La question au centre du Dimanche Magazine de ce 13h. Manguivé a reçu François Alayao, le directeur de cabinet du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Je vous propose un extrait de l'entretien. Nous avons une belle génération de footballeurs. Pendant une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire était sous le toit du football africain. Et pendant cette période, on n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Mais on a été bon. La Côte d'Ivoire demeure en Afrique l'une des grandes nations du football. Nous avons joué 4 finales et nous avons été au moins 2 ou 3 fois sur le podium. L'étape du Cameroun est une étape où on attend d'eux qu'ils confirment cette confiance placée en eux. Et donc, je voulais demander aux Ivoiriens de laisser les émotions et d'aller vers les éléments forts qui peuvent nous permettre de gagner. Parce que souvent, c'est quand on n'a pas cru en cette équipe qu'elle nous a ramené la coupe. Souvenez-vous de Sénégal 92, souvenez-vous de l'équipe qui a gagné en Guinée équatoriale en 2015. Au départ, les Ivoiriens ne croyaient pas très fort. Mais c'est dans ce doute-là que si nous unissons nos prières, nous pouvons être très forts. Espérons donc la troisième étoile. Une rencontre sportive attendra dans l'est du pays, un tournoi de football pour créer la confiance entre les populations du département et les forces armées, les forces de défense et de sécurité. C'est l'initiative engagée par la cellule civilo-militaire en vue de faciliter la collaboration. Jamak Djadji.
Un tournoi de football pour rapprocher les forces de défense et de sécurité des populations du département de Tanda. Cette initiative est portée par la cellule civilo-militaire. Celui qui a gagné ici, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est sortie gagnante de cette compétition. Parce que tout le monde a donné sa prestation de façon franche, de façon directe, et nous en sommes vraiment ravis. La cellule civilo-militaire est un organe mis en place par le gouvernement avec pour but de consolider le tissu social. Le préfet du département de Tanda, le député de la circonscription, ainsi que le commandant de la gendarmerie ont exhorté les populations à collaborer. Pour ces autorités, il s'agit d'anticiper. Il fallait mener des actions qui favorisent le rapprochement entre la population civile et les éléments de défense et de sécurité. C'est pourquoi il nous a paru nécessaire d'organiser ce tournoi en cette fin d'année pour rapprocher les deux parties. Le renseignement apparaît plus qu'impérieux, plus que nécessaire dans l'accomplissement de nos missions. La population ne doit pas avoir peur de son armée. Nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre écoute et n'hésitez pas surtout à nous approcher, à nous contacter afin que la mission à nous confier soit menée à bien. Dans cette collaboration, le président de la cellule civilo-militaire a invité les forces de l'ordre et les populations au civisme. Toujours avec Jean-Marc Diadi, retrouvons-nous dans la région du Lodibois. Les cadres du village d'Aparagra dans le département de Iré ont initié une campagne de sensibilisation sur la paix et la solidarité dans leur localité. Cette action est parrainée par le député Ouattara Lassina. Elle vise à consolider la cohésion pour le développement. Aparagra, dans la sous-préfecture de Zégo, dans le département d'Iré. Ici, autochtones d'Ida, allogènes baoulés et communautés originaires de la CEDEAO vivent en harmonie. Mais ce village de 1600 âmes est confronté à un manque d'infrastructures, comme le témoignent ses agents de l'État et chefs coutumiers. Nous avons besoin des logements maîtres. Alors nous sommes au nombre de 6 enseignants et il faut dire que y a un problème au niveau du logement et l'accès également. En saison pluvieuse, c'est tout un parcours du combattant que nous menons pour pouvoir vraiment accéder à nos différents lieux de travail. La rue n'est pas bonne. Ça, vraiment, ça nous fait très mal. L'hôpital est construit, ce n'est pas encore fini. Les cadres soucieux du développement d'Aparagra matérialisent leurs objectifs par un tournoi de football doté du trophée Beibro Augustin. Une initiative soutenue par Lassina Ouattara, dit LAS-PR, conseiller technique du chef de l'État. C'est de demander aux jeunes de continuer à vivre ici en symbiose, en harmonie, et que ici c'est une terre cosmopolite où tout le monde a sa place ici, et qu'ils continuent de se mettre ensemble pour le développement, la paix et la cohésion d'Aparagra. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont profité du développement du chef de l'État. Donc nous disons à la population d'Aparagra de continuer cette cohésion parce que ici le développement est en route, il n'est même pas loin. Ce tournoi de football pour la paix a vu la victoire du Liverpool FC d'Aparagra sur le FC Wendé. C'est dans une ambiance conviviale que les villageois d'Aparagra ont reçu des dons en nature de leurs parrains. En économie, les opérateurs économiques, le corps préfectoral et les agents administratifs de Gagnoa, de San Pedro et Boaké sont formés sur la réglementation, les procédures et les recours des marchés publics. Une formation initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire tenue dans la cité du fromager, à Boussanogo. 2 jours de formation sur la réglementation des marchés publics, procédures et recours. Une approche que la Chambre de commerce de l'industrie de Côte d'Ivoire, section GO et la Commission régionale des droits de l'homme veulent porter à la connaissance du corps préfectoral, des opérateurs économiques et de l'administration publique. Les opérateurs économiques avaient besoin de ces informations. Alors, ils se sont réjouis principalement donc, des mesures d'assouplissement, de facilitation déployées, prises par le gouvernement pour faciliter leur accès au marché public qui constituent vraiment des opportunités très intéressantes. Il était important de présenter aussi la Chambre de commerce et d'industrie en tant qu'institution de la République
gérées par des pouvoirs des privés, de présenter ces institutions à nos autorités administratives de la région et profiter de former les opérateurs sur les procédures de passation de marchés publics comme source de ressources pour relancer l'économie régionale. La deuxième journée consacrée aux opérateurs économiques s'est voulu un cadre pour instruire les participants sur les procédures de passation des marchés publics ainsi que les recours. Nous, opérateurs économiques, nous n'avons pas d'informations concernant les marchés publics. Et par la grâce de la DMP, qui est la direction des marchés publics, nous savons aujourd'hui que nous pouvons avoir accès et que nous avons aussi les rudiments pour pouvoir soumissionner aux appels d'offres. Ces différentes rencontres dans les régions du Gao, de San Pedro et de Beké ont permis de renforcer les capacités des participants. Les formateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la mobilisation des acteurs locaux. Et dans l'actualité politique ce soir, la coordination RHDP du département de Yakassi à Tobrou a organisé sa rentrée politique. Au cours de cette cérémonie, le professeur Joseph Seka, coordonnateur dans la région de Lamé, a exhorté l'ensemble des militants du parti à investir le terrain pour maintenir la flamme de la mobilisation. Herman Yamien. La coordination du RHDP de Yakassi à Tobrou se prépare déjà à affronter les futures batailles électorales. Réuni au cours d'une rentrée politique, le coordonnateur régional associé du RHDP, le professeur Joseph Seka, s'est voulu très clair. Le RHDP doit rafler toutes les élections locales à venir. Et pour ce faire, tous les secrétaires départementaux, sous-préfectoraux et des secteurs doivent entretenir la flamme militante. Nous avons gagné les législatives. Aujourd'hui, nous devons nous préparer pour gagner les prochaines élections parce que dans le département de Yakassi à Tobrou, le RHDP est le parti majoritaire, le RHDP est le parti fort. Il n'y a donc pas de raison que nous dormions sur nos lauriers et qu'aux prochaines échéances électorales, nous ne fassions pas de bons scores. Joseph Seka indique que le RHDP doit non seulement gagner les échéances électorales à venir, mais il doit surtout améliorer ses résultats électoraux. Toute chose à laquelle adhère pleinement l'ensemble des secrétaires présents qui lui ont assuré qu'à la sortie de cette rencontre, des actions de terrain seront menées pour renforcer la présence du RHDP sur le terrain. Ici, assis, mes soeurs, dans cette salle, c'est donc en cela que je voudrais, en même temps qu'on nous félicite, en même temps qu'on attire notre attention sur ce qu'il est à faire. Soyez donc mobilisés aujourd'hui, mobilisés demain et mobilisés toujours pour que vive le RHDP. Pour encourager les secrétaires de section à poursuivre leurs actions sur le terrain, la coordination régionale du RHDP leur a décerné des diplômes d'honneur pour leurs actions remarquables au profit du parti. L'année parlementaire 2021 vient de s'achever et comme à chaque fin de session, le député des Divo communes, Coulibaly Famoussa, va à la rencontre des populations pour leur expliquer les lois votées. Une tournée qu'il a conduit vers les différentes communautés et dans plusieurs villages. L'élu de la nation a aussi profité pour parler du maintien de la cohésion sociale. Mahama Traoré. À l'entrée du village de Dagrom, Chants et Danses accueille le député de la commune de Divo. Suivront les échanges de nouvelles. Famoussa Coulibaly dit être venu restituer à ses mandants l'essentiel du contenu des 23 textes de loi adoptés par l'Assemblée nationale lors de la session ordinaire 2021. Entre autres, le projet de loi portant modification du code pénal, le projet de loi de finances portant budget 2022 ou encore le projet de loi relatif au plan national de développement 2021-2025. Cette démarche de redevabilité va conduire Famoussa Coulibaly dans plusieurs villages de Divo, dont Daboré et Kwassikro. Ces rencontres sont aussi le lieu d'échange entre l'élu et ses mandants. Nous sommes vraiment très heureux, aussi honorés par sa visite, parce qu'il est difficile que beaucoup de politiciens le fassent. Mais ce matin-là, il a été ouvert, toute la population est vraiment contente de lui. Outre la tournée dans les villages, Famoussa Coulibaly a aussi échangé avec les différentes couches de la population. En plus de résumer de l'action parlementaire, il les a exhortés au maintien de la cohésion sociale à Divo. La paix doit être arrosée et c'est pourquoi nous les avons invités à cultiver cette paix qui doit être une quête
permanente. Parce que s'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas évidemment avoir de développement. C'est cet environnement de paix que le président de la République essaie de maintenir depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Profitant de cette tournée parlementaire, le député Famoussa Coulibaly a remis des engins roulants et des pompes hydrauliques villageoises aux populations. Dans le domaine des arts, la Côte d'Ivoire adopte un décret sur la copie privée. Les mesures d'application bientôt précisées dans des textes. En attendant, une rencontre régionale se tient sur la question. Elle est initiée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Un moment de partage d'expériences que nous voyons avec Serge Pakomdidi et Franck Wadio. En attendant la signature du décret par le président de la République pour l'implémentation effective de la copie privée en Côte d'Ivoire, artistes, parties prenantes de la sphère artistique, informés et formés sur la gestion collective de la reprographie et la copie privée. Et cela à l'initiative de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en coopération avec le gouvernement ivoirien et en association avec la Fédération internationale des organisations de gestion des droits de reproduction et du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Il nous appartenait, nous, en tant que nouveaux élèves dans la gestion de telles rémunérations, de partir auprès de ceux qui ont une expérience avérée, de savoir comment ils ont pu mettre en route toutes ces décisions qui avaient été prises dans leurs pays respectifs et comment ils ont pu les gérer. Une conférence régionale marquée par des échanges et des partages d'expériences entre organismes africains et européens gérant déjà la copie privée et la reprographie. En somme, disons que la reprographie, ce sont les droits d'auteur destinés pour les arts visuels, arts plastiques, livres, peintures, et la copie privée concerne les droits imputés sur le matériel et l'exploitation à usage personnel. Beaucoup sont les artistes parmi nous qui ignorent ce que c'est que la copie privée. Donc pour éviter qu'il y ait des bisbilles ou qu'il y ait des incompréhensions, c'est bien de venir à ces séminaires-là, ces cadres de formation-là, pour savoir ce qu'est vraiment la copie privée et puis aussi avoir les outils nécessaires pour pouvoir mener cette campagne de communication. La ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle exprime son engagement et son satisfait. Je voudrais remercier l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ainsi que la direction du Burida et le Conseil de gestion et de restructuration. Et je voudrais encore saisir l'occasion pour dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et au Premier ministre Patrick Achi, qui ont affiché depuis la mise en place de ce nouveau gouvernement leur volonté d'aider efficacement les artistes de Côte d'Ivoire. Autre thématique abordée, la gestion collective de la reproduction par reprographie, l'expérience, la rémunération pour copie privée. Allons voir la 7e édition du festival de la SAP Bilamba d'Abidjan. Adeptes de l'art de bien se vêtir d'ici et d'ailleurs, on prépare à ce rendez-vous. Occasion pour eux de promouvoir également la mode ivoirienne. Orphée Conan, Patricia Omouetia. Fanfare et parade des festivaliers. C'est ainsi que démarre la 7e édition du Festival international de la SAP Bilamba d'Abidjan. Bilamba, en thème lingala qui signifie vêtements. Ce mouvement venu tout droit du Congo-Brazzaville gagne de plus en plus de terrain dans la sous-région ouest africaine. Nous avons des talents ici que nous pouvons développer. Donc ce festival nous permet de mettre à nu ces talents-là, aussi de défiler et aussi de nous connaître entre sapeurs. Les adeptes de ce mouvement participent à ce festival chaque dernier dimanche de l'année. Ces dandys, communément appelés sapologues, sapeurs ou sapeuses pour les femmes, ne se contentent pas seulement de porter des vêtements élégants. Des pas de danse exécutés à la précision tels que la fameuse frappe du pied du sol, aux accessoires ostentatoires comme les bijoux et la canne, le sapeur ou la sapeuse fait étalage des meilleures pièces de sa garde-robe afin de marquer l'assemblée de sa présence. Ce festival dans le but de soigner l'image de la jeunesse en leur inculquant vraiment un savoir-être vestimentaire vraiment très rigoureux. Être bien habillé, ça ouvre les portes et les sapeurs contribuent aussi à la valorisation des créations made in Africa. Défilés, prestations d'artistes, chanteurs et cérémonies de récompense des meilleurs sapeurs et sapeuses de l'année 2021 font partie intégrante de cet événement. L'hôtel du district d'Abidjan a accueilli ce festival qui témoigne de l'engagement qu'ont les autorités à promouvoir le développement de l'industrie et de la mode en Côte d'Ivoire.
Ce soir encore, on vous parle de la nécessité de continuer d'observer les gestes barrières. La pandémie de Covid-19 n'est surtout pas encore terminée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 717 nouveaux cas de Covid-19, 1539 guéris et 2 décès malheureusement. À la date du 9 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 77 449 cas confirmés, dont 67 260 personnes guéries, 735 décès et 9 454 cas actifs. Au total, 7 359 678 doses administrées contre la Covid-19. Les fidèles musulmans du Gontougo étaient en prière. Ils ont prié pour une année 2022 pleine de grâce et de bénédiction pour les Ivoiriens. Ce moment d'invocation d'Allah dirigé par l'imam principal de Bondoukou, Herman Yamien. La communauté musulmane de Bondoukou implore Allah en ce début d'année pour la paix, la stabilité et le progrès en Côte d'Ivoire. Sur recommandation du Conseil supérieur des imams Kozim, El Hadj Ismaël Timité, grand imam de la ville, a convié de nombreux guides religieux du département à une grande séance de prière et de bénédiction au foyer d'Imam Sou. Nous avons eu la fin de l'année. Dieu nous donne longue vie pour avoir la fin de 2022 aussi. Et on lui demande de nous protéger la Côte d'Ivoire, y compris le président de la République et son gouvernement, avec tous ceux qui travaillent avec lui. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou, représentant le préfet des régions, et Vincent Kra, représentant du président du conseil régional du Gontougo, se sont réjouis de cette initiative. Selon eux, il ne peut y avoir de développement sans paix. Son message à la nation, le président de la République a un énorme programme pour la Côte d'Ivoire tout entière. Et comme vous le savez également, la conscience morale de la société, de la population, ce sont les religieux. Il va de soi que nous étions donc obligés, étant donné l'intention, beaucoup de sagesse et que la Côte d'Ivoire connaisse la paix et que nous puissions nous retrouver en 2023 pour encore fêter la paix de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans ont aussi prié pour les autorités politiques et administratives de la région et ont surtout imploré Dieu afin qu'il scelle dans le cœur de tous les habitants de la région la cohésion et la fraternité afin de faciliter son développement. Et dans l'actualité, ce soir, ce drame à San Pedro, 9 personnes d'une même famille ont péri dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un incendie. Le feu, comme vous allez le voir, était d'une rare violence. Les 8 enfants et l'une des femmes n'ont pas survécu aux flammes, mais 2 survivants, dont le chef de famille, sont actuellement en soins à l'hôpital. Le reportage de Sam Conan. Les habitants du quartier d'Igoué 2 de San Pedro sont encore sous le choc. Un incendie qui s'est déclenché aux environs d'1 h du matin, dans la nuit du samedi à dimanche, a ravagé une famille. 9 membres sur les 11 ont péri dans les flammes. Dans cette chambre où le lit a été consumé par les flammes, une femme et ses 3 enfants n'ont pas survécu. Dans cette autre chambre, juste en face, les 5 enfants de la rivale de la défunte ont trouvé la mort. L'incendie a été d'une violence particulière. En témoignent les fauteuils, la télévision et les motos calcinées par les flammes. Avec l'aide des voisins, le feu a été maîtrisé un peu plus tard. Quand j'ai senti l'odeur là, en même temps j'ai me réveillé. J'ai allumé l'ampoule, je vois chez moi il n'y a rien. Quand j'ai ouvert la porte, je suis sorti, j'ai tapé à mes voisins qui sont là. J'ai dit réveillez-vous, il y a un incendie dans la grande cour. En même temps je viens sur la grande porte aussi, j'ai tapé. Le propriétaire de maison, il était en haut là, avec sa femme. C'est en ce moment-là, il descendit avec sa femme. Ils ont ouvert, elle est sortie et dit ah, les enfants et tous sont morts. Je regarde, il faut appuyer le bâtiment compris. On ne peut plus rentrer dedans, non. Le jeune gens maintenant, on a pris les choses pour casser le mur. Quand on a cassé, la femme et ses enfants, ils étaient là. Ils sont tous morts.
Le chef de famille et sa première épouse, qui ont échappé à cet incendie, ont été conduits au CHR de San Pedro, où ils reçoivent des soins. Une enquête a été ouverte pour situer les causes de cet incendie. La tristesse encore dans les cœurs de ses proches, ses admirateurs, ses familles biologiques et professionnelles. Benson Pierraka Claver a été au cours de la levée du corps décoré dans l'ordre du mérite du sport à qualité de chevalier à titre posthume. Le conseiller technique du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive a remis la médaille à l'épouse du journaliste Carole Benson. Il n'a pas manqué de louer les qualités professionnelles et humaines du disparu. Une vie pleine, Benson Pierraka Claver s'en est allé, journaliste des sports à la RTI. L'homme a plusieurs années durant fait entendre sa voix dans les stades d'ici et d'ailleurs pour nous faire vivre sa passion. Il a été inhumé hier au cimetière municipal de Grand Bassam après la levée du corps et l'étape de l'église méthodiste unie Israël de Treichville. Le dernier voyage dont nous parle Franck Quadio. Ce magazine goupillé à la réalisation par... On l'attendait aux côtés de ses compères de RTI Sport, sous la chaude ambiance des joutes footballistiques de la CAN 2022 au Cameroun. Hélas, les supporters des éléphants, aux premières lueurs de la compétition reine, feront tourner le corps loin des stades. Benson Pierraka a faussé compagnie aux amis sportifs le 11 décembre dernier. Ce samedi 8 janvier est le jour de son ultime départ. Seigneur, tu es le commencement et la fin. Tu es notre seul espoir et nous croyons en la résurrection et en la vie éternelle. Tel Seigneur, envoie pitié de nous, tes enfants, et accueillis notre papa béni dans ton royaume céleste. Aux côtés de la famille et de sa femme Carole et leurs 4 enfants, sa famille est professionnelle. La direction générale de la RTI et son conseil d'administration, ses amis de tous les jours, tout de noir vêtus, ses anciens condisciples de l'université et du lycée, bref, tous étaient là. De même les admirateurs de la carrière de ce journaliste sportif qui fit les beaux jours de la chaîne nationale. Benson Pierraka entre à la RTI dans le milieu des années 90 et fait ses premières armes à TV2 avant de se spécialiser dans le journalisme sportif. L'homme était aussi un meneur de troupes, ex-membre du comité directeur de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et ex-président de la mutuelle des agents de la RTI, selon ses témoignages répétés inlassablement à la levée du corps et même quelques jours avant, lors de l'hommage de la RTI à l'université d'Abidjan, il était entier, passionné et aimait avant tout vivre, et cela dans le sens le plus humaniste du terme. Église méthodiste unie Israël de Treichville, l'officiant du jour insiste sur la nécessité de vivre dans l'esprit et de partage et de l'amour de son prochain. Des propos dont tous s'imprègnent avant le dernier au revoir. Cet au revoir nous mène au cimetière municipal de Grand Bassam. Benson Pierraka Claver s'apprête à quitter à jamais l'affection des siens. L'émotion est palpable. Même cette pluie qui tombe à dru n'altère en rien la volonté de ses proches et de ses pairs de lui offrir un dernier au revoir et l'accompagner vers sa dernière demeure. Sacré Benson, Mobali comme l'appelaient ses intimes, adieu le professionnel du micro, adieu l'artiste. Les amis du couloir, les amis de Korogo, Abradidou, et Assini, Mafia Sagbadou. C'est une vie pleine qui se referme, que son repos soit paisible. Le reste de l'actualité, c'est le tour de l'information. Tout ce qui a marqué cette semaine d'information dans le monde, c'est le 7 sur 7. 6 personnes sont mortes lundi dans le comté de Lamu, une région de l'est du Kenya. Une attaque présumée des rebelles Shebab dans cette région du pays bordant la Somalie, selon un responsable du gouvernement local. Le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers depuis son intervention militaire pour lutter contre les Shebab en 2011 dans le sud de la Somalie.
Les forces de sécurité ont tiré mardi des gaz lacrymogènes sur des manifestants descendus dans la rue au Soudan pour protester contre le pouvoir militaire 2 jours après la démission du Premier ministre. Malgré le déploiement massif des forces de sécurité, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale soudanaise et plusieurs autres villes du pays. Au Kazakhstan, des manifestants se sont emparés mercredi des bâtiments administratifs et des sièges des forces de l'ordre. Les émeutes ont occasionné au moins 18 morts des forces de sécurité et 748 blessés. Le pouvoir a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du pays ainsi qu'un couvre-feu. Le mouvement s'est enclenché le 2 janvier après le doublement du prix du gaz pour véhicules. 2 journalistes haïtiens ont été assassinés jeudi par un gang qui sévit dans une zone en périphérie de la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, a indiqué une station de radio qui employait l'une des 2 victimes. Wilgens Louisin et Amadi John Wesley ont été tués lors d'une fusillade, a précisé à l'AFP l'employeur du second, Radio Écoute FM. Un 3e journaliste qui les accompagnait a pu s'enfuir selon la même source. Le député du Pas-de-Calais, José Evra, vice-président du parti Debout la France, est mort des suites du Covid-19, a annoncé vendredi le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Âgé de 76 ans, José Evra a été farouchement opposé à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire, mais il était lui-même vacciné, selon son fils. Plusieurs manifestations contre le projet de passe vaccinal se sont déroulées samedi à travers la France, essentiellement dans le calme, quelques jours après les déclarations controversées d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés qu'il souhaite emmerder. Plus de 140 rassemblements ont eu lieu partout à travers le pays. Près de 40 000 personnes étaient dans les rues. Les dirigeants ouest-africains se réunissent à nouveau dimanche sur le Mali, avec l'éventualité de durcir ou non les sanctions contre les militaires au pouvoir. La junte avait demandé 5 années de transition, un délai pas accepté par la CEDEAO qui a toujours réclamé un retour rapide des civils à la tête du pays. Ce sommet d'Accra devrait commencer, celui des chefs d'État de l'UEMOA dans le Mali est jusque-là suspendu. Et ce journal est terminé, la seule édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Demain, le journal de 13h est à 11h30 en raison de la CAN. Je vous souhaite une fructueuse semaine. On se quitte sur ce que le sage nous apprend ce soir. Quel que soit le rendement, le champ individuel n'égale pas celui de toute la communauté.